dans ce grand événement qui est FITA 2022. Je suis aujourd'hui heureuse d'accueillir Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat tunisien, Mouaz Belahsine, Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, Monsieur Siandou Fofana, Monsieur le conseiller du ministre du Tourisme et du Transport aérien du Sénégal, Monsieur Hamdi Séné, Monsieur Mossadegh Bali, notre success story africaine, donc fondateur et président de la chaîne Azalaï, Madame Elsia Grandecour, directrice Afrique pour l'Organisation mondiale du tourisme, Monsieur Roulem Allah Boukabous, directeur général de l'Agence nationale de développement du tourisme en Algérie, et Monsieur Abdelrahman Belgad, consultant international en tourisme et membre de l'âme forte. Donc bienvenue en Tunisie, et nous allons tout de suite attaquer nos 1h30 qu'ils ont bien voulu nous donner pour parler du développement du tourisme et du tourisme comme moteur de croissance en Afrique. Donc, juste une petite présentation par rapport au secteur touristique en Afrique. Donc, je voudrais rappeler que c'est un secteur où nous pouvons avoir une très forte employabilité des jeunes. Et comme vous le savez, le chômage des jeunes dans les pays africains, c'est la vraie pandémie pour nous. Le tourisme également est un secteur transversal qui entraîne avec lui plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, le transport terrestre et aérien, l'infrastructure routière, l'infrastructure du bâtiment, les équipements. Donc tous ces secteurs dépendent absolument de l'évolution et du développement des secteurs touristiques qui a un effet d'entraînement sur la croissance, mais qui a également un effet d'entraînement sur l'image. Dès qu'un pays est touristique, son capital image dans le monde est en hausse et ça attire directement les investisseurs étrangers. Donc le tourisme en Afrique en 2019, l'année de référence avant la pandémie, représentait 7% du PIB africain et 6,5% des emplois. L'Afrique a reçu 70 millions de visiteurs, soit 4,4% des parts de marché dans le monde. En 2021, ce chiffre est passé de 70 millions à 18 millions. Donc j'espère que 2022, nous espérons tous que 2022 verra définitivement enterrer la pandémie pour une reprise du secteur. Et le tourisme représente donc 39 milliards de dollars de revenus, soit 3% des recettes mondiales. Alors ces chiffres sont très bas, mais ces chiffres sont une opportunité parce que tout est encore à faire, justement, et les possibilités d'évolution sont énormes en considérant tous les atouts qu'a l'Afrique en matière de patrimoine, en matière de nombre de sites classés au patrimoine mondial par l'UNESCO, de sites naturels, de réserves naturelles. Donc c'est 55 pays, une population supérieure à 1,23 milliard de personnes. Donc tous ces atouts, on va essayer de les capitaliser et de voir comment enclencher un cercle vertueux et faire qu'un plus grand nombre de visiteurs puissent découvrir cette Afrique. Quelles sont les priorités en termes d'investissement? Quelles sont les politiques publiques à adopter pour la relance? Comment valoriser justement ces atouts et les convertir en véritables leviers d'attractivité touristique? Si vous le permettez, je vais commencer par Monsieur Mouaz Belahsine, donc ministre du Tourisme et de l'Artisanat tunisien. La Tunisie a longtemps misé sur un tourisme balnéaire, étant donné la qualité exceptionnelle de nos côtes. Ce type de tourisme était tout à fait adapté et a prouvé son efficacité tout au long des années. Sauf que le modèle a évolué dans le monde et depuis, disons, une quinzaine d'années, les attentes du tourisme se sont complètement transformées. Et ce modèle, c'est à nous maintenant de revoir ce modèle pour diversifier le produit et pour l'adapter beaucoup plus aux attentes des touristes qui ne veulent plus du bétonnage massif, qui ne veulent plus d'un tourisme de masse, qui ne veulent plus des charters et des packages all inclusifs et qui veulent autre chose.
Vous êtes en phase d'élaboration justement de la stratégie du tourisme tunisien à l'horizon 2035. Si vous pouvez nous donner un petit peu les grandes lignes de cette stratégie. Oui, c'est bon, ça marche. Merci, Monet. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vœux les plus sincères et les vœux de remerciement pour le comité d'organisation du FITA, pour tout ce que ce comité a fait pour assurer une très bonne prestation pour l'organisation de cet événement international, un événement africain. Monsieur Siando Fofana, ministre du Tourisme et de la Côte d'Ivoire, Madame Elsia Grandcourt, directrice de l'Afrique à l'OMT, Monsieur Moussadek Bali, fondateur et président de la chaîne hôtelière Azalaï, Monsieur Hamdi Sen, conseiller spécial du ministre du Tourisme du Sénégal, Monsieur Boukabous Roulem Allah, directeur général de l'Agence nationale de développement du tourisme algérien, Monsieur Abdelrahman Belgad, consultant international tourisme. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de la tenue du 5e édition du FITA, et notamment au panel du tourisme sous le thème le tourisme comme secteur de tourisme, comme secteur de développement de l'Afrique, défis et opportunités. Et je saisis cette heureuse opportunité pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux à tous ceux qui ont célébré hier la Journée mondiale de l'Afrique. Donc c'était hier le 25 mai 2022, donc une journée spéciale pour l'Afrique, pour le tourisme africain. Donc comme vous l'avez bien présenté, actuellement on est en phase d'élaboration de la nouvelle stratégie de développement du tourisme tunisien, donc le tourisme à l'horizon de 2035. Madame la chef du gouvernement a lancé le 28 mars dernier le coup d'envoi des assises nationales du tourisme tunisien. Ces assises ont pour objectif de mettre en place une nouvelle stratégie pour le tourisme tunisien à l'horizon 2035 dans le cadre d'un process participatif, associatif, qui associe tous les acteurs du secteur pour atteindre les objectifs ambitieux, certes ambitieux pour le tourisme tunisien à l'horizon 2035, pour une nouvelle vision du tourisme tunisien, une vision qui se base sur le capital humain très important en Tunisie, notamment en Afrique, une vision qui ambitionne de développer un tourisme inclusif, un tourisme résilient, un tourisme qui préserve l'environnement, un tourisme qui associe la population locale, un tourisme durable. Et cette nouvelle vision cette stratégie repose sur 4 axes essentiels: l'investissement, la compétitivité, la diversification de l'offre et le marketing. Donc 4 axes sur lesquels on est en train de travailler pour élaborer notre nouvelle stratégie. Je pense que cette stratégie sera prête, sera dévoilée le 27 septembre prochain à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Actuellement, on est en phase de consultation des assises régionales, des consultations régionales dans toutes les régions de la Tunisie. On est allé à Djerba, à Sousse, à Tabarka, à Tozeur,
à Gebels, à Sbitla, à Tunis, ici pour le district du nord-est tunisien. Donc tous les acteurs, tous les Tunisiens vont être associés pour l'élaboration de cette nouvelle stratégie. Et le 27 juin prochain, on va lancer la consultation en ligne pour même permettre à ceux qui n'ont pas pu participer physiquement, être présents dans les consultations régionales. On va leur offrir cette possibilité via une plateforme de faire une consultation, de répondre à certaines questions pour dessiner ensemble le nouveau visage du tourisme tunisien en 2035. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et donc, ça, c'est les grandes lignes de la stratégie à l'horizon 2035. Comment on pourrait répondre et interagir avec les pays africains? Qu'est-ce que la Tunisie peut offrir et qu'est-ce que la Tunisie peut également avoir comme opportunité, et les pays africains également, les opportunités en Tunisie? Tunisie, il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de choses à offrir. On a par exemple plus de 7000 étudiants africains. Voilà. Ouais. Le capital humain, les ressources humaines en Tunisie. À Tunisie, il y a plus de 7300 étudiants venus de l'Afrique qui sont en train d'étudier dans notre pays. Ces étudiants donc, suivent des cours dans les universités tunisiennes, font des formations. C'est très important pour la Tunisie d'offrir cette opportunité pour nos amis, nos frères venus des divers pays africains francophones, essentiellement d'étudier en Tunisie. Mais je pense qu'il y a d'autres opportunités en matière de formation, notamment la formation à distance. C'est bien d'ouvrir de nouvelles fenêtres, surtout pour les personnes qui ont un budget réduit. Donc la formation à distance, on peut l'offrir en Tunisie grâce à des plateformes dédiées pour cette formation à distance. Notamment, nous avons l'agence de formation des métiers de tourisme sous la tutelle du ministère du Tourisme qui présente cette opportunité, qui présente la possibilité pour les étudiants, les personnes qui souhaitent suivre un cursus universitaire ou cursus de formation dans les métiers de tourisme, l'hôtellerie, de suivre ce parcours à distance et tout ce qui concerne les cours théoriques à distance. Et ensuite, la partie pratique, ils peuvent faire des stages soit dans les hôtels, différents hôtels africains, ou ici à Tunis, ils peuvent suivre des stages dans les hôtels à Tunis. Et bien évidemment, cette formation à distance, elle va permettre à un nombre plus important d'étudiants africains de suivre ces formations. Et comme ça, on aura la possibilité d'avoir d'autres sources de financement pour ce genre d'études, ce genre de formation. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, nous avons, rien que dans le secteur public, 9 écoles hôtelières et de tourisme. Nous avons également un institut supérieur, en plus du secteur privé qui offre également plusieurs formations touristiques et hôtelières, et en plus des formations virtuelles dont vient de parler justement Monsieur le Ministre. Nous avons également des atouts dans le secteur de la santé. Oui. Oui, justement, la Tunisie, donc, on peut dire, elle est très bien positionnée en matière de tourisme de santé, de tourisme de bien-être, le tourisme médical. La Tunisie, il faut rappeler qu'elle est la deuxième destination au monde pour la thalassothérapie. La Tunisie, je pense qu'elle est la deuxième destination africaine pour le tourisme médical, d'après les sites spécialisés, d'après les plateformes spécialisées. La Tunisie dispose d'énormes atouts, une bonne infrastructure hospitalière, une bonne infrastructure hôtelière, une bonne infrastructure de transport. La Tunisie dispose également de compétences
en matière de médecine, compétences, tout ce qui concerne paramédical. Donc, tous ces atouts mettent la Tunisie très en avant pour être toujours une destination de tourisme santé et tourisme de bien-être. Et bien évidemment, il faut rappeler qu'on a un positionnement stratégique et géographique qui facilite l'accès à ce genre de prestations ici en Tunisie. Et on veut développer davantage ce créneau et ce secteur du tourisme de santé. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre du Tourisme et des Loisirs ivoiriens, donc Monsieur Siandou Fofana, vous êtes également président des ministres africains du tourisme et vous êtes également président du conseil exécutif de l'OMT par rapport au tourisme en Afrique. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez élaboré en Côte d'Ivoire le plan stratégique donc, qui s'appelle Sublime Côte d'Ivoire, avec l'objectif d'augmenter la part du tourisme dans le PIB à 8%, en misant entre autres sur la construction de plusieurs hôtels de standing. Alors je souhaite vous poser la question, est-ce qu'il y a eu des changements suite à la pandémie? Et ensuite, quelle stratégie mettez-vous en place pour attirer justement les investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire? Merci, Madame la modératrice, pour cette présentation et l'opportunité que vous offrez pour asseoir un panel qui est d'une grande importance pour notre continent, étant entendu que le tourisme aujourd'hui représente le 3e secteur exportateur au monde. Et donc, nous avons à cœur d'avoir à prendre notre part dans cette dynamique économique touristique mondiale. Je voudrais à votre suite avoir salué mon collègue qui a eu à ouvrir le panel et qui nous accueille, ainsi que tous les organisateurs du FITA qui, de mon point de vue, est un succès et qui donne à rêver et à espérer et à nourrir l'espérance pour une Afrique nouvelle, une Afrique dynamique avec une jeunesse entreprenante. Merci pour cette initiative et je voudrais saluer tous les panélistes ainsi que l'ensemble de l'assistance ici. Permettez-moi d'avoir abordé très succinctement votre préoccupation en qualité de ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire, mais avant, je voudrais, en ma qualité du président de la Commission Afrique du Tourisme, mais aussi président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est un honneur qui est fait à l'Afrique, honneur que je mesure à sa juste valeur et que nous devrons saisir comme une opportunité pour montrer ce que l'Afrique a de plus authentique, de plus essentiel au reste du monde. Et ce que l'Afrique saura montrer au reste du monde fera la différence. C'est notre authenticité culturelle, artisanale, mais aussi la biodiversité que nous avons et que nul autre continent ne peut se prévaloir. Et ceci est d'autant plus important qu'il faut bâtir une marque Afrique et que la destination pilote sa compétitivité à partir de paramètres que nous sommes à mesure d'avoir la maîtrise. Voilà le sens de la prochaine rencontre en Tanzanie pour la CAF. Ceci étant dit, pour revenir et me recentrer sur le débat pour la Côte d'Ivoire, il est bien à faire indiquer que la Côte d'Ivoire, par décret, s'est dotée en 2018 de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui a été définie en accord avec l'un des plus grands cabinets au monde. Il s'agit de McKinsey qui nous a accompagnés dans l'élaboration de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui vise 3 finalités, à savoir faire en sorte que nous déclenchons les accélérateurs de croissance économique et ensuite faire en sorte que nous développons le territoire hors de la métropole d'Abidjan et enfin c'est de créer de l'emploi pour la jeunesse puisque notre jeunesse
c'est 70% de la population Exactement. qui a moins de 35 ans. Et c'est cette jeunesse-là qui, si à terme nous ne trouvons pas les moyens de les caser, au lieu d'être une force, pourrait être une faiblesse, parce que cette jeunesse va revendiquer sa part dans l'économie nationale, et partant, l'on assiste bien souvent à des jeunes Africains qui vont échouer dans la Méditerranée et qui deviennent mouroirs parce qu'à la recherche d'un rêve à incarner. Et donc, toutes ces finalités ont conduit la stratégie à élaborer des facilités. Facilités du point de vue fiscal et du point de vue non fiscal. Faciliter, cela s'entend ici une incitation fiscale. Donc ces mesures incitatives visent à encourager l'initiative privée pour s'approprier la stratégie et visant à réaliser les infrastructures d'accueil. Et ces infrastructures, c'est l'occasion pour moi d'inviter tous nos Africains à coopérer pour que, dans une coopération sud-sud, nous démontrons que nous sommes capables d'être un véritable levier de croissance et de développement entre nos pays africains dans la mutualisation et dans un effort synergique. Ceci étant, l'État de Côte d'Ivoire a fait en sorte que nous définissions des zones prioritaires d'investissement, et donc 3 zones ont été définies. La zone A, la zone B et la zone C. Selon que vous êtes dans des zones, il y a des paquets d'avantages qui sont conférés à ces zones. Et donc nous avons nous-mêmes réformé les mesures incitatives. Et dans ce cadre, l'État de Côte d'Ivoire a créé les conditions pour qu'il y ait des facilités qui soient accordées au niveau fiscal. Cela part par des crédits d'impôt. Et ces crédits d'impôt sont de nature à faciliter et créer aussi des zones franches. Donc nous sommes en droit de dire que depuis que la stratégie a été élaborée, aujourd'hui, le tourisme ivoirien a amorcé sa phase de croissance. N'eût été cette pandémie qui a ralenti notre avancée à l'instar des autres pays du monde, nous pensons que l'on a assisté à une baisse drastique de nos activités à hauteur de 70%. Aujourd'hui, nous repartons, mais c'est timide. Mais avant 2019, nous étions, grâce à cette stratégie, à une contribution de 7,3% du PIB national. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,8%. Quand l'année 2020, l'année de la pandémie, nous étions redescendus jusqu'à 1,6% du PIB. Toute chose qui conforte la démarche et démontre à souhait qu'il est important pour la Côte d'Ivoire d'avoir à inventorier les mécanismes nouveaux et surtout s'appuyer sur un tourisme domestique. Et donc aujourd'hui... Oui, la deuxième partie du panel sera consacrée au tourisme domestique, voilà. Justement. Et donc nous sommes aujourd'hui dans cette proportion et nous disons que le tourisme tel que nous l'envisageons, la Côte d'Ivoire se comporte très bien, et parce que nous avons un leadership avec un président qui a su aiguillonner l'avenir du pays pour créer la stabilité et la paix, préalable à tout développement, dans une zone de turbulence. Et bien évidemment, nous sommes la première économie de la zone UEMOA, avec 40% de la masse monétaire de notre pays. Et nous sommes le premier producteur de cacao au monde pour 40% de la production mondiale. Nous sommes le premier producteur de noix d'acajou au monde pour un peu plus de 60% de la production mondiale. Et merci. Donc c'est tout ça qui fonde à croire que la Côte d'Ivoire peut avoir à saisir l'opportunité pour inventer une destination avec panache, une destination des plus prisées, et nul doute que ce que nous sommes en train de vivre permettra de donner des idées, et nous allons nous inspirer d'un modèle tel que la Tunisie pour que la Côte d'Ivoire aille toujours de l'avant.
Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Justement, l'objectif un peu de ce panel et des années futures, c'est de mettre le tourisme comme une alternative aux hydrocarbures, mais aussi au cacao, à l'agriculture, aux minerais. Et c'est un peu pour ça que cette interaction entre des pays qui ont démarré leur tourisme dans les années 60 déjà et d'autres qui commencent est très intéressante pour aussi bien capitaliser sur ce qui a été fait, mais aussi éviter éventuellement les erreurs que d'autres ont fait auparavant. Donc, Monsieur Sen, Monsieur Hamdi Sen, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous êtes conseiller du ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal. Et je souhaite savoir, selon vous, en fait, les défis et les opportunités que le Sénégal voit par rapport au tourisme en Afrique. Merci beaucoup, Madame la modérateur. Donc, pardon, je sais que le Sénégal a élaboré donc, le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 et en particulier un plan stratégique du développement du tourisme et des transports aériens. Et peut-être que l'exemple du Sénégal qui a associé le département du tourisme avec le département du transport aérien peut être une source d'inspiration pour beaucoup d'autres pays qui peinent à allier ces deux secteurs qui sont absolument liés si on veut développer le tourisme. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame. On vous entend mal, micro. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Madame la modératrice. Bonjour, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, Madame la directrice générale de l'OMT pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs, Monsieur Sadek Bali, Mesdames, Messieurs les participants. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Au nom du ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, M. Alioune Sarr, qui est empêché pour des charges liées, pour des activités liées à sa charge et qui m'a demandé donc de venir participer à ce panel de haut niveau. Donc c'est un grand plaisir de participer à ce panel-là, où nous avons eu à l'ouverture des idées d'une pertinence extraordinaire qui ont permis peut-être de changer de paradigme en matière de stratégie de développement globalement du monde. Donc il me plaît aujourd'hui de parler un peu du tourisme africain, mais aussi surtout de ce que le Sénégal a fait pour contribuer au développement du tourisme africain. Il faut dire que le tourisme, le ministre en a parlé tout à l'heure, est un vecteur de développement. Mais quand nous parlons de développement, c'est parce que nous faisons allusion à une stratégie de transformation structurelle des bases de l'économie, des bases de la société, des bases même culturelles, de manière à ce que l'ensemble des grandeurs socio-économiques puissent croître pour créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut faire de la production. Et la production touristique n'existe qu'au moment de la consommation. Ça veut dire que s'il n'y a pas de consommateur, pas de production touristique. Donc il est important que la demande soit mise en avant pour qu'on puisse avoir une production touristique. Et donc de ce point de vue, la demande touristique étant une composante de la propension à voyager des touristes dans les pays émetteurs et des éléments de résistance dans les pays récepteurs. Il faudrait donc analyser la problématique des éléments de la propension à voyager qui sont relatifs aux motivations des touristes, qui sont relatifs aux moyens financiers des touristes et de voir les éléments de résistance dans les pays récepteurs en termes de contraintes pour pouvoir offrir les éléments de satisfaction de la consommation. C'est sur la base de cela que l'Afrique fait face à un certain nombre de contraintes. Parce que la demande est une demande potentiellement en croissance. Parce que la vie moderne, l'économie moderne, le fonctionnement des sociétés pousse fondamentalement les personnes à aller en vacances, pousse fondamentalement les personnes à voyager. On a vu durant la période de la pandémie, quand on a arrêté les avions, quand on a arrêté les déplacements, l'économie mondiale s'est arrêtée. Ça veut dire aujourd'hui que la propension à aller voyager, la propension à prendre les avions sont devenus un élément économique prioritaire. Donc du point de vue de la demande, elle est là. Maintenant, il faut analyser les contraintes pour relever les défis et les opportunités. Les contraintes aujourd'hui, c'est des contraintes qui sont liées essentiellement au manque d'infrastructures en Afrique.
Les contraintes, c'est les contraintes de visa pour arriver en Afrique. Les contraintes, c'est des contraintes d'accueil, donc de formation du personnel. Les contraintes, c'est des contraintes de santé. Les contraintes, c'est des contraintes de sécurité. Les contraintes, c'est des contraintes en fait, d'accès à la terre, parce qu'il faudrait construire des hôtels pour pouvoir faire venir les touristes. Les contraintes, c'est des contraintes donc d'insuffisance de compétences en matière de gestion et de management des établissements hôteliers. Les contraintes, il faut le dire, c'est des contraintes de moyens pour faire la promotion, le marketing et l'ensemble des éléments de communication en direction des marchés. Les opportunités que l'Afrique a, c'est des opportunités liées aujourd'hui à l'ouverture des frontières avec la ZLECAf. Les opportunités aujourd'hui, c'est les opportunités que la conscience que les chefs d'État ont aujourd'hui de savoir que le tourisme est un instrument de repositionnement des économies, un instrument de diversification du portefeuille d'activités pour le développement de nos économies. L'opportunité que nous avons, c'est aussi l'intérêt des populations qui se sont rendues compte qu'avec le tourisme, il y a une possibilité de créer des emplois, d'avoir des revenus et par conséquent de lutter contre la pauvreté. L'intérêt qu'il y a aujourd'hui, c'est que des institutions au niveau international s'intéressent au développement du tourisme, telles que l'Organisation mondiale du tourisme, telles que la CEDEAO, l'UEMOA, mais aussi l'Union africaine qui aujourd'hui a mis en place une stratégie de développement du tourisme. Ce cadre étant élaboré, le Sénégal a pris l'initiative de mettre en place ce qu'ils appellent le plan Sénégal émergent Horizon 35, avec 3 axes majeurs. C'est la transformation structurelle, c'est la paix, la gouvernance et la sécurité. L'autre élément, c'est les ressources humaines, donc les hommes. Dans ce plan Sénégal émergent, qui est le référentiel économique au niveau du pays, le tourisme a élaboré, pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent, un plan stratégique, lequel plan est adossé sur 5 axes et 25 chantiers. Et les 5 axes, c'est l'axe patrimoine, parce qu'on s'est rendu compte que le tourisme sénégalais est un tourisme balnéaire. Il faudrait repositionner, donc il fallait mettre l'accent sur le patrimoine. L'autre axe, c'est l'axe expérience. Il faut aujourd'hui, du point de vue de la motivation des touristes, mettre en avant l'expérience pour donner aux touristes quelque chose qui leur permet de se rendre compte qu'ils sont en train de participer eux-mêmes au développement du secteur du tourisme. L'autre axe, c'est l'axe marketing, vente, communication. Et enfin, l'axe infrastructure, parce qu'il faudrait mettre en place l'ensemble des infrastructures aéroportuaires, sanitaires, tout ce qui permet effectivement l'accessibilité au niveau des sites, tout ce qui permet effectivement d'avoir les facilités pour les touristes. L'autre axe, c'est l'axe gouvernance, parce que le secteur du tourisme a besoin d'être planifié, a besoin d'être accompagné, a besoin en fait de l'ensemble d'un cadre réglementaire légal pour aussi se développer, mais aussi l'axe fondamental dont le ministre a parlé tout à l'heure, c'est l'axe développement du tourisme interne, et c'est la situation sanitaire de Covid qui nous a amené effectivement à nous rendre compte qu'il fallait aussi compter sur la demande interne en tant que matelas de repositionnement quand il y a des difficultés dans le monde. Donc voilà les 5 axes sur lesquels nous comptons au niveau du Sénégal, avec 25 chantiers, pour pouvoir développer le tourisme avec des objectifs bien précis d'arriver à 10 millions de touristes à l'horizon 2035 et 3 millions de touristes à l'horizon 2023. Pour ne pas monopoliser la parole, Merci. Je vais m'arrêter ici et je remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sen. Merci aux 3 panélistes qui ont déjà intervenu. Vous êtes parfaits pour le timing. Donc, je pense maintenant, je pose la question maintenant à Madame Elsia Grandecour, directrice régionale de l'Afrique au sein de l'Organisation mondiale du tourisme. Sur le site web donc, de l'OMT, il est clairement indiqué, je lis, l'OMT plaide la cause du tourisme entendu comme un moteur de la croissance économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale. Et là, ça résume l'enjeu de la transformation du tourisme qui doit absolument être initié au plus tôt et l'enjeu des prochaines années. Donc, pas d'autre avenir pour le tourisme que celui d'un tourisme durable, d'un tourisme inclusif, centré sur l'humain, d'un tourisme qui valorise la culture, qui valorise le patrimoine naturel, matériel, immatériel, l'histoire, les enjeux, et puis
qui soit respectueux de l'environnement. Et là, je voudrais que vous nous parliez de la vision 2030 de l'OMT par rapport à l'Afrique et quelles orientations donner au tourisme en Afrique pour les prochaines années. Merci Madame Ben Alima et bonjour Monsieur le ministre du Tourisme de la Tunisie ainsi que Monsieur le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire et tous les panélistes et tous les participants présents. Je tenais tout d'abord à remercier le gouvernement tunisien pour cette invitation à la 5e édition de la conférence internationale, le FITA, qui met l'accent justement sur les thématiques l'éducation et du tourisme. Et c'est un réel honneur pour moi d'être sur ce panel autour des professionnels du secteur du tourisme. Mais permettez-moi aussi, au nom du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili, de saluer et féliciter à nouveau le gouvernement tunisien à travers son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, pour son engagement et ses multiples initiatives qu'il ne cesse de déployer pour le développement du secteur du tourisme tunisien. L'Organisation mondiale du tourisme, comme vous l'avez bien cité, on est agence spécialisée de l'ONU et on a pour but de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible, comme vous l'avez bien cité. Et pour répondre à votre question sur le secteur du tourisme en Afrique pour les prochaines années, je voudrais citer quelques données, mais vous l'avez bien fait aussi au début de votre introduction, mais juste seulement pour réitérer que c'est vrai qu'à travers la pandémie, l'Afrique a connu une hausse de 12% d'arrivées en 2021 par rapport à 2020, même si les chiffres restent de 74% inférieurs à ceux de 2019. Mais les dernières indications provenance de notre groupe d'experts indiquent que la plupart des professionnels du tourisme tablent sur des perspectives plus favorables pour fin de cette année et début 2023. À quand pensez-vous, pardon, je vous interromps, à quand pensez-vous un retour à la normale, un retour aux chiffres de 2019? Justement, c'est ça que j'allais dire, c'est un retour aux chiffres pré-pandémie, on prévoit ça à partir de 2024. Donc, on va continuer à monitorer les évolutions. Et en ce qui concerne la vision et la priorité de l'OMT en Afrique, une feuille de route pour le tourisme africain a été élaborée à travers un processus consultatif. Et là, je dirais, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire, qu'il a pu regrouper tous les ministres du tourisme africain justement pour venir avec cette vision dynamique et stratégique d'un programme d'action pour l'Afrique, tourisme pour une croissance inclusive, que je dois dire aussi est aligné avec les 17 ODD. Parce que comme vous l'avez bien dit au début, le secteur du tourisme est un secteur transversal, donc nous nous voyons dans tous les 17 ODD. Et cette vision est définie à travers 10 points. 10 points principaux qui a été mentionné déjà certains points par les intervenants au début. Il s'agit de la promotion de la marque d'Afrique, renforcer les systèmes des statistiques du tourisme, par exemple, promouvoir l'innovation et la technologie, renforcer la résilience, tout ce qui est relié aux sécurités et sûreté, communication de crise et aussi autonomisation de la femme et la jeunesse dans le secteur du tourisme, la promotion de notre patrimoine culturel et plein d'autres. Et c'est ce qu'on a fait en 2020. Après l'arrivée de la pandémie, on a mené une enquête auprès de nos pays membres, justement pour voir comment est-ce qu'on doit réaligner notre programme de travail basé sur ce plan d'action. Et c'est intéressant à souligner qu'il y a 5 grandes priorités essentielles qui sont ressorties de cette enquête. Et c'est justement sur la promotion de l'investissement et des partenariats publics-privés, ainsi bien que l'innovation et la technologie, la promotion des facilitations de voyage que M. Sen a mentionné, tout ce qui est relié avec la connectivité,
et les régimes de visa de tourisme et le renforcement de la résilience, notamment par une action dans les domaines, comme je disais avant, de communication de crise, mais aussi y compris les questions liées au protocole sanitaire. Et finalement, l'image de marque de l'Afrique a aussi ressorti à nouveau. Et sur ce point, nous, c'est ce qu'on a fait à travers notre programme de travail. On a lancé diverses initiatives. Et si vous me permettez de citer quelques-unes brièvement, il s'agit surtout sur les développements des compétences des jeunes qui est relié à la, je dirais, digitalisation. Oui, la digitalisation. Et qui seraient des axes majeurs, surtout dans l'intégration du secteur comme vecteur principal de création d'emplois auprès des jeunes, comme vous l'avez mentionné au début, mais aussi la question des durabilités dans le secteur du tourisme qui est très essentielle. Donc la semaine dernière, le secrétaire général vient de lancer un programme Digital Futures et qui vise à accélérer la reprise économique du secteur du tourisme en aidant les PME à développer les technologies numériques pour créer des emplois et aussi renforcer la résilience des futurs de liens de chaîne de valeur du tourisme après la COVID-19. On a aussi lancé notre programme sur l'investissement dans le secteur du tourisme et ça c'était juste avant la pandémie. Encore une fois, on a été appuyé par le gouvernement ivoirien à travers son Excellence Monsieur le Ministre, où on a lancé le premier forum d'investissement sur le tourisme en Afrique. Et en ce moment, l'OMT est en train d'élaborer une série de lignes directrices en matière d'investissement pour parfaire la connaissance et générer des investissements durables dans l'écosystème touristique. Est-ce que tous les plans lancés juste avant la pandémie ont été maintenus après la pandémie, ou il y a eu évolution dans votre réflexion ou dans les secteurs auxquels vous vous adressez, enfin les axes? Oui. C'est justement pourquoi je disais on a mené cette enquête, parce qu'on avait pris conscience qu'il fallait réaligner notre approche et c'est comme ça qu'on a su comprendre les attentes aussi de nos pays membres. Parce que et c'est à partir de là qu'on continue à travailler. Mais pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on n'a pas baissé les bras pendant la pandémie. On avait toujours lancé des initiatives pour encourager à ce qu'on continue à voyager, à ce qu'on continue de promouvoir les destinations pour que ça reste en tête des voyageurs. Et lorsque les pays ont commencé à baisser et rouvert leurs frontières, c'est comme ça que ça aide. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des pays fermés pour cause de pandémie? En Afrique, je parle. Bon, principalement, l'évolution, c'est que petit à petit, chaque pays s'ouvre, mais quand même, il y a certains protocoles qui en restent, comme on le sait, parce que... Micro. Parce que comme plusieurs d'entre nous, lorsqu'on est venu, soit on est vacciné, soit on a notre PCR, mais graduellement... Ça s'est assoupli. Oui, parce que on commence à avoir une confiance aussi pour recommencer avec les voyages. Bon, il y a plein d'autres initiatives que je pourrais partager. Surtout, je voulais mentionner un projet qu'on vient de lancer sur la sécurité et la sûreté, un livre blanc qu'on vient de lancer en partenariat avec le Auda NEPAD et l'UMOA, où on a invité aussi les cas d'études de plusieurs pays, non seulement en Afrique, mais autour du monde, et où la Tunisie aussi est un cas d'étude. Et justement, c'est une thématique aussi qui est qui préoccupe en ce moment pas mal des pays membres, non seulement en Afrique, mais comme je disais aussi autour du monde. Et d'autres initiatives, comme je disais, pour ceux qui sont intéressés, ils pourraient visiter notre site web. Comme ça, vous pourriez avoir un peu plus d'idées. Et surtout sur la durabilité, on a lancé l'initiative des plastiques
qui est maintenant très essentiel surtout, et aussi d'autres. Donc je veux m'arrêter là. Merci, merci Madame Grandcourt, surtout que là, vous me donnez une excellente transition par rapport aux ouvertures des frontières. Donc je vais maintenant m'adresser à Monsieur Roulem Allah Boukabous, qui nous vient d'Algérie et qui est le directeur général de l'Agence nationale de développement du tourisme en Algérie. Première question très attendue dans la salle. Ensuite, on passera directement au volet tourisme en Algérie. Quand est-ce qu'on ouvre les frontières terrestres entre la Tunisie et l'Algérie? Merci Madame pour votre question. D'abord, Monsieur le ministre du Tourisme tunisien, Monsieur le ministre du Tourisme ivoirien, ainsi que l'ensemble des panélistes ici présents, l'ensemble des participations à ce panel, bonjour. Donc, pour répondre à votre question, vous savez, Madame, que l'État algérien et l'État tunisien travaillent en étroite collaboration et les décisions prises sont prises en concertation entre les deux États pour l'intérêt des deux États et surtout pour l'intérêt des deux peuples frères. Les frontières aériennes sont ouvertes, les gens circulent librement. Quelle est la différence entre quelqu'un qui vient avec sa voiture ou quelqu'un qui prend l'avion pour venir en Tunisie? Je vais poser la même question à M. Belhassine. Donc, vraiment, il y a une impatience et je pense que c'est gagnant-gagnant par rapport aux deux pays que le tourisme algérien redevienne comme avant la pandémie. Nous recevions en Tunisie 3 millions d'Algériens dans de très bonnes conditions, avec une très grande fidélité de nos amis algériens qui revenaient et qui reviennent chaque année. Donc vraiment, comment nous, société civile, acteurs du secteur, on peut pousser à ce que les frontières terrestres soient de nouveau réouvertes. Comme je vous ai dit, Madame, donc on est favorable. Il y a un horizon temps, il y a une deadline, il y a un délai. L'Algérie, donc, elle est ouverte justement à toute éventuelle. Mais pour le moment, donc, justement, entre les décisions prises dans ce sens, donc c'est entre les deux nations et. Bien, alors on va enchaîner par rapport justement au tourisme solidaire, donc entre nos deux pays, ça a été de longue date et voilà. Merci Monsieur Boukabous. Donc avant la pandémie, l'Algérie recevait environ 2,5 millions de touristes par an pour un revenu total de 150 millions de dollars. Ce secteur représente moins de 1% du PIB algérien. Donc tout à l'heure on parlait de cacao par rapport à la Côte d'Ivoire, là on parle d'hydrocarbures par rapport à l'Algérie. Et l'Algérie s'est pleinement engagée à développer le secteur touristique depuis quelque temps en élaborant une feuille de route récente visant à atteindre les 3 millions de touristes à l'horizon 2024. La feuille de route date d'après-pandémie, donc elle est tout à fait récente et actuelle. Et l'un des indicateurs que vous avez posé sur cette feuille de route est d'augmenter les structures d'hébergement de 90 hôtels par an. Alors, ma question par rapport à tout ce que disait Madame Grandcourt tout à l'heure par rapport aux objectifs de développement durable, par rapport à l'absolue nécessité d'être en phase avec les objectifs ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, quel mécanisme ou comment est-ce que vous vous assurez que ce développement soit en phase avec la durabilité dans le secteur et pour éviter surtout ce qu'on a fait nous dans les années 80 et surtout 90 avec un bétonnage massif de nos côtes, de nos villages, de nos villes et éviter un peu ces erreurs qui ne sont plus d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Merci Madame. Donc ça tombe bien parce que la nouvelle stratégie justement en matière d'investissement en Algérie consacrée par une loi justement pour faciliter l'acte d'investir en Algérie, que ce soit pour les investissements des nationaux ou des investissements directs étrangers. Donc par rapport à ça, donc l'Algérie propose des incitations à l'investissement
dans tous les domaines, que ce soit en industrie, en agriculture, en tourisme, etc. En matière de tourisme, donc la stratégie de notre secteur, donc la première c'est la promotion de l'investissement. Qui dit investissement, on parle du foncier touristique en particulier, et vous savez le foncier touristique, le foncier en général ou le foncier économique, c'est une ressource naturelle, comment dirais-je, non renouvelable, voilà. Et l'utilisation de cette ressource doit s'effectuer d'une façon rationnelle, justement, d'une part, et d'autre part pour avoir justement une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Donc à ce sujet, en matière de tourisme, donc notre département ministériel donc prépare le terrain, enfin des terrains destinés à l'investissement en matière d'études, en matière d'amener pour justement accueillir les investissements touristiques sur le territoire national. Vous savez très bien que l'Algérie Vous pouvez rapprocher le micro? Oui, pardon. Donc l'Algérie, c'est un grand territoire qui couvre plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, donc un grand territoire. Donc l'Algérie peut offrir plusieurs produits touristiques. Donc à l'instar du Panière, on a une côte qui fait plus de 1600 km de côte. Donc le tourisme saharien aussi, il y a un produit phare et d'appel. Il y a le tourisme thermal où la famille algérienne est très prisée par ce produit touristique, et tourisme culturel, ainsi de suite. Donc par rapport à notre stratégie aussi, il y a le développement ou la promotion de la destination Algérie à travers une stratégie de marketing et de communication pour améliorer l'image de l'Algérie justement. Et donc il y a un travail aussi par rapport à l'amélioration et la relance du plan qualité tourisme pour l'amélioration de la qualité de formation pour le service du tourisme. Mais qu'est-ce qui a été mis en place par rapport à la durabilité, par rapport à cette inclusion de l'humain et à cette prise en compte des enjeux environnementaux? Justement, donc par rapport aux différentes études d'aménagement qu'on a effectuées sur ce qu'on appelle chez nous les zones d'extension touristique, qui sont dédiées à l'investissement touristique. Donc, nos études ont pris en considération cet aspect-là, l'aspect environnemental. Je peux vous donner, par exemple, un ratio concernant la densité de ces espaces qui tourne autour de 50 à 70 lits à l'hectare. Donc, c'est pas vraiment c'est très rationnel en matière de densité urbanistique. Et par rapport à ça, donc, on veille beaucoup plus sur le respect de l'environnement, de tout ce qui est naturel, l'intégration au site et le respect des instruments d'urbanisme en Algérie, c'est sûr. Merci Monsieur Boucabous. Surtout l'encouragement de l'utilisation des énergies renouvelables, surtout pour les zones qui sont enclavées ou qui sont loin de l'urbain. Merci. Je passe la parole maintenant à Monsieur Mossadegh Bali. Vous rayonnez sur l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes malien, né au Niger. Vous êtes à la tête au bout d'un hôtel, vous êtes maintenant à une dizaine d'hôtels en peu de temps. La Tunisie est heureuse et fière d'avoir comme votre partenaire Afrique-Invest, donc le fonds Afrique-Invest. Votre exemple est rare. Vous avez cassé un petit peu ces frontières qu'on essaye d'ouvrir avec beaucoup de force, et vous avez courageusement donc franchi les frontières et vous vous êtes implanté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Comment votre exemple pourrait être dupliqué?
En fait, quelles leçons avez-vous apprises et si vous pouvez conseiller, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Inspirez-nous, Monsieur Bailly. Merci. Bonjour à tous. Bonjour au ministre et à tous les panélistes. Un plaisir d'être sur ce panel, un plaisir d'être à Tunis, ville que je connais très bien, que j'ai visitée la première fois en 1980. Et encore merci pour l'honneur qui m'a été fait hier lors de la cérémonie d'ouverture. Oui, le groupe Azalaï a démarré au Mali en 1994 avec le rachat du Grand Hôtel de Bamako et depuis on a essaimé en Afrique de l'Ouest. Les enseignements que je tire, c'est que lorsqu'on a une vision et qu'on a confiance en soi et qu'on est résilient, on peut effectivement créer de belles et de grandes choses. Quand j'ai démarré ce projet, on m'avait dit que l'hôtellerie était une industrie très complexe, ce qui est vrai, que c'était une industrie qui dévorait des capitaux, ce qui est vrai, et c'est une industrie qui demande des compétences humaines, ce qui est vrai aussi. Mais nous avons su surmonter toutes ces difficultés. Pendant une dizaine d'années, nous sommes développés d'abord au Mali, donc en partant du Grand Hôtel et en construisant 2 autres hôtels. Et ce n'est que 10 ans après, en 2004, que nous sommes sortis des frontières du Mali pour aller d'abord au Burkina Faso, ensuite en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Cette année, à la fin de l'année, nous allons ouvrir Azalaï Hotel Dakar au Sénégal. Et nous sommes en train de construire en Guinée-Conakry, au Niger et au Cameroun. Ce que je voudrais dire aux entrepreneurs africains, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'industrie du tourisme ou de l'hôtellerie, c'est que malgré les difficultés, malgré les écosystèmes qui sont différents, malgré les écueils qu'on peut avoir dans chaque pays, c'est tout à fait possible et c'est même, je dirais, très gratifiant lorsqu'on a imaginé un projet d'hôtel, on a cherché le foncier, on a construit ou on a racheté un hôtel comme nous on l'a fait dans nos 15 premières années et qu'on a fini le projet, c'est très gratifiant parce que comme vous l'avez dit, c'est une industrie qui crée énormément d'emplois. Et nous, en un peu plus de 2 décennies, on a créé 4000 emplois directs et indirects. Ensuite, c'est une industrie transversale qui fait travailler beaucoup d'autres industries. Donc moi, j'encourage fortement les industriels de ce secteur à sortir de leur zone de confort. Nous voyons pas mal d'investissements dans d'autres industries venant de pays comme la Tunisie, le Maroc ou d'autres pays vers l'Afrique subsaharienne, mais nous voyons très peu de groupes hôteliers franchir le pas et aller vers l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un encouragement, un appel que je lance aux industriels. C'est aussi un appel que je lance aux industriels de l'Afrique subsaharienne. Je pense qu'il faudrait peut-être que nous puissions mettre, disons, nos compétences, nos moyens, nos forces ensemble, parce que c'est une industrie très lourde qui demande énormément de capitaux, qui n'est pas très bien financée. J'ai participé hier au panel, malheureusement, j'ai assisté au panel sur le financement. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'interagir avec le panel, mais c'est clair que l'un des facteurs bloquants, et j'espère qu'on va arriver plus tard dans le panel aux facteurs Certains bloquants. panélistes sont dans la salle, donc voilà, ils vous écoutent. Je pense qu'il faut qu'on règle ce problème de financement, parce que c'est une industrie, si on veut dépasser les 7% du PIB, alors que dans des pays comme l'île Maurice, Seychelles ou la Grèce, c'est 20% du PIB, nous sommes parfaitement capables dans nos pays d'atteindre au minimum 10% du PIB, sinon 15%. Il faudrait qu'on règle ce problème de financement. Un point, Madame la modératrice, avant de vous remettre la parole, c'est que nos pays, et je profite de la présence de 4 ministères ici et de 2 ministres et de l'OMT. J'ai écouté Madame de l'OMT, nulle part je n'ai entendu la formation des ressources humaines.
C'est vraiment quelque chose de primordial. Nous, pour pallier à ce manque de ressources humaines qualifiées, nous avons dû nous-mêmes, avec nos propres moyens financiers, créer 2 écoles hôtelières, une à Bamako, une à Ouagadougou. Je pense que si on veut développer cette industrie, qui est une industrie de service, donc c'est une industrie humaine, il faut absolument former les ressources humaines. Et je félicite des pays comme la Tunisie qui ont vraiment beaucoup investi dans la formation des ressources humaines. On le voit d'ailleurs en Afrique au sud du Sahara, on a beaucoup de compétences tunisiennes qui gèrent des hôtels en Afrique au sud du Sahara. Donc c'est un appel que je lance à tous les ministres ici présents, à l'OMT. Il faudrait vraiment, il ne faut pas l'inscrire seulement, mais il faut l'opérationnaliser et il faut financer la formation parce que nous avons grandement besoin de former nos jeunes qui ne cherchent qu'à travailler. Merci infiniment, Monsieur Bali. Donc effectivement, c'est une industrie de service. L'humain est essentiel. En Tunisie, malgré nos nombreuses écoles hôtelières, nos cadres formés, on nous les pique à l'étranger, mais continuer absolument à former est un devoir, en fait un retour d'ascenseur. Beaucoup d'unités hôtelières en Tunisie forment in situ dans l'hôtel. Et effectivement, le besoin à l'échelle mondiale est infini. En Europe, on nous prend des gens de F&B, de cuisine, de housekeeping. En Afrique, pareil, on est très fiers de voir des compétences tunisiennes partir à l'étranger et devenir les ambassadeurs de la Tunisie à l'étranger. Et on continue à le faire, donc éventuellement le faire en partenariat avec d'autres pays africains à l'échelle africaine serait un beau projet à mener pour la Tunisie. Monsieur Belgat, désolé, on vous a fait attendre, mais on est dans les temps. Donc, heureuse d'accueillir Abdelrahman Belgat, président de BC Consulting et expert en tourisme. Vous êtes également membre de l'AMFORT. Et la question que je vais vous poser par rapport à votre parcours. Donc, vous avez eu une remarquable carrière au sein du groupe Accor, où vous étiez pendant longtemps l'ambassadeur du groupe pour le monde arabe. Selon vous, quels sont les grands facteurs qui incitent les géants de l'hôtellerie mondiale à investir dans l'hôtellerie? Donc c'est une très belle transition par rapport à l'exemple de M. Bali. Merci pour cette question fondamentale. Un point extrêmement important. Nous avons la chance d'avoir un panel représentatif de ce que représente ce secteur d'activité qui est le tourisme. Créateur de richesses et créateur d'emplois. L'Afrique est le parent pauvre, le parent très pauvre. Et c'est peut-être le moment ou jamais de donner ce dynamisme et permettre aux prochaines générations qui arrivent d'espérer, de s'inscrire dans l'espérance. Être le parent pauvre veut dire que les perspectives de croissance sont plus élevées chez nous qu'ailleurs. On ne représente pas grand-chose. On est immensément riche sur le plan de la culture, sur le plan civilisationnel. Malheureusement, le nerf de la guerre, qui est l'investissement, est absent. Or, les multinationales, d'une manière générale, dans le secteur de l'hôtellerie, ce sont des infrastructures. Sans infrastructure, il n'y a pas de tourisme. Les paroles peuvent s'envoler, mais la réalisation, c'est tout autre chose. Il faut des infrastructures. Et s'il n'y a pas d'infrastructure, quand je dis infrastructure, ce n'est pas uniquement des autoroutes ou des aéroports. C'est extrêmement, c'est très riche, c'est très diversifié. Et c'est la raison pour laquelle notre secteur d'activité n'est pas assez représentatif. Il est la richesse, il est la création d'emplois, mais il n'a pas assez d'importance. Et même les pays les plus riches, les plus développés, je prends l'exemple, nous travaillons sur une cellule, par exemple sur le tourisme en France, il est impensable qu'il n'ait même pas encore représenté. C'est quelque chose d'invraisemblable. On a beau le dire
à l'entourage du chef de l'État. En ce moment, le débat en France, est-ce qu'on crée un ministère du tourisme en France ou pas? Sachant que la France est le premier pays touristique au monde. On est en train d'interpeller le cercle le plus proche pour dire vous êtes en train de faire une erreur fondamentale, de ne pas être représenté. Et on parle d'un pays qui fait partie du top 3 ou du top 4 sur le plan mondial. Donc, ce qui fait la chance de l'Afrique, parce que restons très positifs, et je remercie Monsieur le ministre du Tourisme de nous avoir donné cette impulsion pour dire que l'on peut avancer. Oui, nous pouvons avancer, mais l'investissement, notamment dans les grands groupes internationaux, c'est de la vision. On n'improvise pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le Moyen-Orient, et tout particulièrement sur l'Arabie Saoudite. J'y ai passé 10 ans. Avec le coprésident fondateur Gérard Pélisson, nous avons convaincu certains hauts dignitaires du royaume, je peux les citer, l'émir Sultan Ben Salman, le frère aîné de MBS, ou l'émir Saoud Ben Fahd, et nous leur avons expliqué que la dimension qu'ils devaient prendre sur le tourisme religieux nécessitait des infrastructures importantes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le Moyen-Orient. Pensez-vous que les Saoudiens sont mieux que les Tunisiens ou les Algériens ou l'Afrique subsaharienne? Non, pas du tout. Ils ont compris, ils ont essayé d'assimiler l'importance, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Mecque, aujourd'hui, puisque nous sommes tous quelque part attirés par ce phénomène du tourisme religieux, enfin c'est quand même assez invraisemblable. Regardez ce qui se passe. Tout ceci n'est pas un accident. Et toutes les chaînes aujourd'hui sont représentatives. Ça veut dire que si elles sont là, c'est parce qu'il y a une volonté d'investissement. Et donc, s'il y a une volonté d'investissement, ça veut dire qu'il y a des infrastructures. Alors, il y a un point très important, Mouna, et je voudrais quand même intervenir parce que je voudrais sauter sur l'occasion de mon ami Bailly, parce que c'est un entrepreneur, c'est un investisseur. Je suis investisseur également, je sais de quoi je parle. Il y a un projet fondamental. Nous avons compris, en Afrique, nous sommes détenteurs d'un projet qui va se réaliser. J'en ai parlé avec Monsieur le ministre que la Tunisie soit le porte-parole. Nous voulons créer un réseau d'académies des métiers de l'hôtellerie, du tourisme et des services sur l'ensemble du continent africain, c'est-à-dire les 55 pays plus les 6 pays du GCC. Nous connaissons parfaitement ce qu'il faut comme investissement. Et je suis un humble serviteur qui, avec sa valise, va faire le porte-à-porte avec toutes les grandes instances internationales pour débloquer plus de 120 millions de dollars, ce qui est insignifiant par rapport à ce que ça peut représenter. Il y a du relais aujourd'hui, il y a la ressource humaine, il y a le capital humain et il y a cette détermination. On mettra un peu de temps, ça, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais c'est si peu, c'est si rien. Donc aujourd'hui, félicitations pour ce type de panel, pour ce type de manifestation, pour ce type d'événement, pour montrer que notre secteur d'activité est riche. Et croyez-moi, il y a de l'espérance. On a du retard, mais bien sûr qu'on a du retard. Mais ce n'est pas accidentel. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Il y a des pays qui ont été avant-gardistes. La Tunisie est un des pays avant-gardistes. Le président Bourguiba a lancé dès 1956 ce phénomène du tourisme en Tunisie. Ce n'est pas accidentel. Le roi Hassan II a attendu, et avec l'aide du président Jacques Chirac et avec le support du coprésident fondateur Gérard Pélisson, ont lancé le tourisme au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, on ne peut pas contester que c'est une des plateformes internationales sur le plan du tourisme mondial. Mais nous sommes les parents pauvres, nous sommes très en retard. Vous savez que l'Égypte se positionne en 51e place, c'est l'Égypte. La Tunisie, 80. Le Maroc, juste un petit peu avant. Vous voyez, il y a du retard. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi je suis personnellement très optimiste. Je suis content que nos amis
et frères de la Côte d'Ivoire. Là, par exemple, il lance un très grand projet sur le Fairmont, 2000 et quelques chambres. C'est parfait, monsieur le ministre, bravo, mais simplement faites attention avec quel capital humain vous allez faire les 1000 et quelques hôtels de luxe. Enfin, réfléchissons un petit peu, mais ça nécessite un investissement considérable. Il faut former les cadres, les futurs cadres. On ne peut pas passer 100 ans à avoir toujours des expats. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi, Mona, j'en termine là, les multinationales, ce n'est pas un hasard, ce sont des programmations. Donc, si par exemple, je fais le Club Med, j'ai fait Trust House Forte, j'ai fait le groupe Accor. Donc, c'est par cette expérience que l'on peut comprendre que si on veut avancer, il faut des marques internationales. Mais les marques internationales, c'est pas uniquement mettre un drapeau et dire ça y est, j'ai une marque internationale. Quel est le transfert du savoir et du savoir-faire ? C'est ça le plus important. Et voilà pourquoi notre jeunesse a besoin de formation. Elle a besoin d'outils pédagogiques, elle a besoin de technologies. Et tout ceci, ça nécessite un investissement. Et j'en termine là parce que c'est un point important. Pour avancer, il faut former. Pour former, il faut s'investir. C'est la raison pour laquelle, à mon âge, aujourd'hui, même si je suis encore bon pied, bon oeil, je pense qu'on a encore cette force, cette détermination pour en faire enrichir un petit peu notre pays. Vous savez, l'ANFOR, c'est l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique que vous connaissez très bien. Et j'invite tous mes compatriotes et frères africains de s'y intéresser. Cette association, c'est une ONG reconnue par l'ONU. Et mon vœu le plus cher, puisqu'on me propose d'être le chairman, dans les prochains mois, certainement, Inch'Allah, comme on dit, c'est de faire en sorte que le siège vienne s'installer en Tunisie. Et c'est une proposition que je ferai à Monsieur le ministre du Tourisme, parce que c'est à partir de cette richesse que l'on peut faire avancer notre jeunesse. C'est ce capital humain qui va nous permettre d'avancer. Et voilà dans la conclusion. Si nous investissons sur la formation, sur le capital humain, je suis profondément convaincu que des institutions comme l'OMT, qui nous est très chère, qui nous apporte beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout faire à notre place, que les dirigeants, que ceux qui sont détenteurs de la responsabilité politique, s'investissent, alors oui, on peut, dans nos pays, développer notre secteur d'activité, ne pas s'intéresser uniquement aux multinationales, l'intérieur de chaque pays. Le ministre du Tourisme a lancé la découverte dans les montagnes, dans les régions intérieures. Mais ça, c'est important. On va parler justement du tourisme intérieur. Donc, pour ma conclusion, je voulais juste terminer maintenant, c'est pour dire à quel point l'investissement humain est pour moi la chose la plus fondamentale. Alors, je retiens déjà, vous parlez d'investissement humain et de formation. Et je salue de nouveau M. Bali qui n'a pas attendu les multinationales hôtelières et qui a fait lui-même 2 écoles hôtelières dans les pays dans lesquels il s'est implanté. Bravo. Je retiens donc infrastructure, mais infrastructure adaptée, parce que les pays africains ne sont pas au même niveau de développement du tourisme et réellement, avec les objectifs du développement durable, avec l'intervention de Mme Elsia, avec l'ère du temps, tout simplement, en XXIe siècle, on ne peut plus continuer un bétonnage massif. Donc les pays qui manquent d'infrastructures, oui. Les pays qui ont déjà énormément d'infrastructures en Tunisie, l'objectif premier devrait être la mise à niveau de ces infrastructures. Quand on voit ailleurs dans le monde des hôtels, des marinas, eh ben, ils durent 100 ans et ils sont toujours florissants. On ne les abandonne pas pour aller construire ailleurs et encore polluer et bétonner encore des endroits vierges, des endroits naturels qu'on se doit de préserver pour les générations futures. Vous avez également parlé de l'AMFORT, donc vous avez très bien présenté l'AMFORT et aujourd'hui je voudrais remercier le vice-président de l'AMFORT qui est professeur Mouaz Qassem qui nous a beaucoup aidés pour l'organisation de ce panel et qui est également donc consultant international. Merci. Et si en plus vous ramenez un peu le siège de cette organisation à Tunis, il y a énormément de Tunisiens qui sont membres de l'AMFORT.
Et je voudrais maintenant passer au deuxième round, qui est le tourisme intérieur. Il nous reste 15 minutes. Donc le tourisme intérieur, il y a eu pandémie, les frontières se sont fermées, et tout d'un coup, les pays ont réalisé que la seule bouffée d'oxygène, leur seule soupape de sécurité, c'est justement ce tourisme intérieur qui a empêché l'effondrement total, même si on peut continuer à parler d'effondrement, parce qu'il me semble que l'Organisation mondiale du tourisme, il y a 2 ans, au début de la pandémie, a prédit environ 50% des entreprises touristiques qui pourraient disparaître dans le délai de 2 ans, qui est donc la pandémie. Et les 50% restants, ou on espère bien plus que les 50%, ont été maintenus grâce au tourisme intérieur. Donc, je voudrais poser une question ouverte à tous pour dire, à votre avis, quelle place occupera le marché domestique? Et si on peut aussi même parler de tourisme interrégional entre pays du voisinage, et je rejoins encore une fois l'Algérie, la Libye, les pays d'Afrique subsaharienne, tous nos voisins, par rapport à l'ouverture des frontières. Donc, quelle politique publique mettre en place et comment améliorer la résilience donc, du secteur face à d'éventuelles, Inch'Allah non, mais d'éventuelles futures crises internationales? Je vais peut-être commencer par vous, donc Simoaz Belhassil. Je vous relance par rapport à l'ouverture des frontières, par rapport à l'Algérie, et on peut évidemment ensuite parler de tourisme interrégional et de tourisme domestique. Merci Madame Monet pour la question. Bon, la question sur l'ouverture des frontières terrestres entre les 2 pays frères, la Tunisie et l'Algérie. Bon, il faut rappeler que les frontières terrestres sont partiellement ouvertes. Les frontières aériennes donc, sont ouvertes. Reste juste pour compléter voilà, la totalité de l'ouverture. Donc on attend l'ouverture pour les citoyens tunisiens ou les citoyens algériens de pouvoir visiter la Tunisie ou l'Algérie. Il faut rappeler que on a intérêt à développer les flux dans les 2 sens. Certes, il y a 3 millions d'Algériens qui sont venus en Tunisie en 2019, mais je pense qu'il y a entre 800 000 et 1 million de Tunisiens qui ont visité l'Algérie en 2019. Donc, c'est un intérêt réciproque. Et la Tunisie, elle est prête pour accueillir ses frères algériens en Tunisie. Les postes frontaliers, terrestres, maritimes et aériens sont prêts. Les établissements touristiques, les établissements hôteliers, les centres d'animation, les agences de voyage, on est tous prêts. On attend avec impatience le retour, j'espère massif, de nos frères algériens très prochainement en Tunisie. Voilà. Avant la saison? Avant juillet? Je l'espère. De toute façon, même les conditions sanitaires, je pense qu'elles permettent voilà, un retour ou une ouverture des frontières très prochainement. Voilà. En ce qui concerne le tourisme interne, le tourisme domestique, il a une place de choix dans notre stratégie de développement du secteur touristique en Tunisie. Il faut rappeler que récemment, on a organisé pour la première fois le forum interne du tourisme en Tunisie, donc le premier forum. Et l'objectif de ce forum, c'est d'élaborer une stratégie de développement du tourisme interne. Et lorsqu'on dit tourisme interne, certes, c'est vrai, tourisme pour les Tunisiens, mais également les pays limitrophes. On peut étendre pour parler du tourisme interrégional, parce qu'on a les mêmes habitudes, les mêmes besoins du consommateur, les mêmes exigences du consommateur, que ce soit tunisien, algérien, libyen, marocain, moi, ivoirien. Donc on fait partie du même continent, on a une histoire commune. Donc du coup, pour développer ce tourisme, il faut tout d'abord adapter l'offre touristique aux besoins du consommateur tunisien ou africain.
Donc, en matière, il faut adapter l'offre d'hébergement. Comme vous savez que la Tunisie, l'hébergement touristique, il est destiné pour une clientèle européenne. Donc il faut plus ou moins un travail de mise à niveau, d'adaptation de cet hébergement touristique vers la clientèle algérienne, africaine, libyenne. Je parle là de la mise à niveau en termes d'infrastructure, mise à niveau physique, mais également la mise à niveau immatériel, la formation, le recyclage du personnel touristique, même au niveau de la gestion des établissements touristiques. Il faut également un grand travail pour stimuler la demande sur le marché domestique, la stimulation de la demande, c'est-à-dire offrir des packages. Il faut également un grand travail de communication, de marketing. Et nous avons ici en Tunisie lancé une grande campagne publicitaire adressée pour la population tunisienne pour encourager le Tunisien à partir dans les différents sites touristiques et essentiellement les régions à l'intérieur du pays. Absolument. Et je pense que ce travail va continuer dans la période à venir et on peut s'adresser vers le marché africain. Et je peux vous dire que on est en train d'examiner l'ouverture prochaine d'un bureau du tourisme dans l'Afrique subsaharienne, donc pour montrer notre intérêt, notre orientation, notre engagement vers l'Afrique subsaharienne. Merci. Monsieur Fofana, je vous pose la même question. Vous l'aviez abordé déjà dans votre intervention. Alors le tourisme domestique, juste je rappelle qu'en Tunisie, le tourisme domestique avant la pandémie représentait 25% des nuitées touristiques. Pendant la pandémie, évidemment, il n'y avait que les résidents en Tunisie, donc le taux a énormément augmenté. On est même resté plusieurs mois uniquement avec du tourisme domestique. Et aujourd'hui, l'objectif est absolument de consolider et que ce soit le coussin de sécurité sur lequel tous les pays s'appuient pour maintenir à flot cette industrie touristique et hôtelière. Donc en Côte d'Ivoire, Monsieur Fofana, votre plan pour le tourisme domestique. Oui, merci beaucoup. Je pense que la question du développement du tourisme domestique réside dans une nécessité impérieuse d'une vision nouvelle et des changements de paradigme au niveau de l'économie touristique mondiale. Les crises, cette pandémie est venue nous rappeler que aucun système n'est figé et que tout peut avoir à sombrer à tout moment. Et donc, ce n'est pas un repli, mais il est important pour nos États d'avoir à développer le tourisme domestique. Bien évidemment, je rappelais tout à l'heure que malgré que l'on a fait le constat qu'au cours de la crise pandémique, chez nous en Côte d'Ivoire, Abidjan était l'épicentre de la maladie. Et donc on a été obligé de couper l'épicentre de la maladie des autres villes de l'intérieur à l'effet de ne pas contaminer ces différentes villes. Malgré cela, quand l'on fait le décompte, le tourisme domestique est passé à 55% pour l'année qui vient de s'achever. Et auparavant, en 2019, nous étions autour de 45-46%. Alors, ce qu'il faut mentionner très rapidement, c'est que nous avons une richesse artisanale, une richesse culturelle, un patrimoine des plus densifiés pour la Côte d'Ivoire comme pour l'Afrique, mais au demeurant des patrimoines, comme vous l'avez dit à la phase introductive, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et des parcs et réserves d'une richesse inouïe.
Mais nous-mêmes, il faut qu'on commence à s'approprier nos territoires et à les visiter. Et cela passe par une promotion. Mais permettez-moi, en tant que financier, de faire une analyse du portefeuille des affaires. 1% de la population mondiale détient presque 80% de la richesse mondiale. Et dans ces 1%, les Africains qui comptent dans ces 1% investissent plus hors d'Afrique qu'en Afrique. S'ils prenaient conscience pour renforcer leurs investissements sur le territoire, je pense que les villes de l'intérieur peuvent avoir les infrastructures et peuvent avoir la formation qualifiante pour des jeunes. Nous, en Côte d'Ivoire, sur les 14 nouvelles universités en construction, nous avons débattu au sein du Conseil des ministres d'ouvrir des filières de formation pour le tourisme dans l'ensemble de ces 14 universités. C'est pour qu'il y ait un personnel qualifié, formé, pour instituer une qualité de service qui ne souffre d'aucune contestation de la part de la demande de la clientèle interne. C'est pourquoi il est important aussi de mentionner un dernier point qu'il ne faut pas ignorer dans le développement du tourisme domestique. Ce sont les infrastructures de communication et la desserte aérienne et les voies ferroviaires et l'utilisation d'un réseau fluvio-lagunaire. Il faut bien que nous utilisions tous les moyens pour qu'on densifie davantage et qu'il y ait des découvertes avec des guides qui soient formés et des acteurs de premier plan qui animent et qui participent, y compris les collectivités territoriales qui vont avoir des pôles économiques qui seront davantage développés. Voilà ce à quoi je m'appesantirai pour attirer l'attention de tous, étant entendu que le temps est insignifiant. Pour ce qu'il y a comme sujet, je permettrai aux autres d'avoir intervenu sur ce sujet et merci pour l'occasion que vous nous avez donnée. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Il nous reste vraiment 3 minutes pour conclure. Je vais poser une question, mais vraiment, si on peut répondre en 1 minute. Est-ce que vous avez des réactions entre vous, à interagir entre vous par rapport à ce qui vient d'être dit? Monsieur Sen, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste rappeler, comme je l'ai dit, le 6e axe dans notre stratégie, c'est le tourisme interne. Et nous l'avons basé sur un certain nombre de leviers. Le premier levier, c'est les cibles. Quelles sont les cibles pour développer le tourisme interne au Sénégal? Et nous avons vu les administrations, les familles, les entreprises, donc les professions libres. Donc on a analysé les cibles qui doivent participer au tourisme interne. Mais aussi, quels sont les produits adaptés à chaque demande? Le ministre tunisien en a parlé tout à l'heure. Mais quelles sont les offres qu'il faudrait développer pour adapter les demandes par rapport à la cible que nous avons identifiée? Mais surtout les prix. Parce que faire du tourisme aussi, c'est avoir la capacité de fréquenter les établissements. Et nous savons que dans nos États, le revenu n'est pas disponible pour la grande majorité des populations. Donc nous avons réfléchi à une stratégie pour mettre en place un fonds de financement du tourisme interne, la mise en place, comme dans d'autres pays tels que les chèques vacances et d'autres mécanismes qui permettent en fait de subventionner le développement du tourisme interne. Parce que si on fait l'expérience dans les pays développés, le tourisme s'est développé à partir des stratégies de subsidized tourism. Et nous sommes aussi en train d'imaginer ces mécanismes-là pour permettre à ces gens qui veulent aller faire du tourisme d'avoir des possibilités, d'avoir des prix adoptables. Mais aussi la communication, faire de sorte que les gens soient informés des packages et des produits qui sont mis à leur disposition pour qu'ils puissent aller fréquenter les établissements. Et enfin, mettre en place des mécanismes de distribution pour que s'ils sont informés et que les produits sont disponibles, qu'ils soient en mesure effectivement de savoir quels sont les canaux par lesquels ils passent effectivement pour pouvoir
fréquenter les sites, les hôtels, ainsi de suite. Merci, Monsieur Voilà, en fait, Sey. les éléments que nous avons mis en place. Je vous remercie. Monsieur Bali, mais vraiment en 30 secondes. Monsieur Bali, allez-y. Non, merci. Je pense que c'est juste pour dire que pour développer le tourisme intérieur intra-africain, il faut d'abord investir dans les infrastructures. Et pour investir dans les infrastructures, il faut des financements disponibles et à coût modéré. L'hôtelier européen s'endette à 1,5%. Moi, je m'endette entre 7 et 9% en francs CFA. Il faut des connexions aériennes partout. Il faut casser le monopole des compagnies nationales. Moi, je rêve d'avoir un EasyJet qui va me prendre de Bamako à Abidjan parce que je paye 500 € mon billet entre Bamako et Abidjan. Donc, on ne peut pas développer le tourisme intra-africain si un billet d'avion pour 1h15 coûte 500 €. Il faut former, Monsieur le ministre Fofana, ce n'est pas les universités qui forment à nos métiers, ce sont des écoles spécialisées. Il faut créer des écoles spécialisées dans toutes les régions et aussi dans la capitale. Et pour terminer, il faut le visa Free Africa. Moi, avec mon passeport malien, en dehors des 15 pays de la CEDEAO, de la Tunisie, partout où je vais aller en Afrique, il me faut un visa. J'ai un visa de circulation Schengen, je vais dans 27 pays. Merci. C'est pas normal. Merci, Monsieur Bali. Vraiment, je vais résumer ce qui se dit en 30 secondes, sinon je vais me faire tirer les oreilles par le maître du temps qui me regarde là. Donc, je restitue un petit peu ce panel pour dire bâtir une marque Afrique, pour dire les statistiques. Je rappelle que le congrès de Vancouver de l'Organisation mondiale du tourisme date de 2000 et à ce jour, on n'a pas une infrastructure qui puisse communiquer sur les comptes satellites du tourisme dans nos différents pays. Donc, appel à l'OMT pour assister nos pays, pour mettre en place ce mécanisme qui soit régulier, pour vraiment que les statistiques reflètent réellement le secteur touristique dans le PIB de chacun des pays. Les atouts de l'Afrique, donc jeunesse, et par jeunesse on dit digitalisation et on dit main-d'œuvre qui manque cruellement dans d'autres pays, particulièrement les pays occidentaux. La moyenne d'âge en Afrique est autour de 29 ans, contrairement aux pays occidentaux où ça tourne autour de 44 ans. Les sites classés auprès de l'UNESCO, les réserves naturelles, donc toutes ces opportunités, mais les freins. La bataille des prochains mois, des prochaines années, je ne veux pas parler en années, Inch'Allah, des mois, c'est les contraintes visa, on l'a beaucoup écouté. C'est l'accessibilité aérienne. En Tunisie, par exemple, on a un monopole sur nos lignes intérieures aujourd'hui, en 2022. Donc, à casser les monopoles, les infrastructures, le système éducatif, le déficit d'image prédominé par les perceptions négatives concernant le continent africain, des contraintes de sécurité pour certains pays et des contraintes foncières pour certains pays. Voilà, j'espère avoir fidèlement résumé et restitué vos interventions. Je vous remercie, je remercie FITA et toute cette organisation. Et nous allons céder donc la place au panel suivant qui parle de route transsaharienne. Donc restez dans la salle, ça fait rêver de voir la carte de l'Afrique avec toutes ces routes qui pourraient relier nos différents pays et casser les frontières. Merci.